Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un bilan lecture du mois de juillet. Alors, pour commencer, je vais commencer debout. Et si vous me voyez à un moment donné assise, c'est parce que j'ai mal aux pieds. Je fais des tests, on teste. Et pour ceux qui viennent de me découvrir, je suis Arzil et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, on va parler de romantasy et de dark romance. Principalement, c'est mes thèmes que je lis. Alors vous allez voir dans cette vidéo, j'ai pas eu spécialement de coup de cœur et j'ai eu une grosse déception. Bon, on va directement commencer avec un livre, c'est plus une saga, The Golden Wolf. Hop, il y en a 3. Bon, ils sont petits, ils sont à 300 pages, à peu près chacun. Je les repose parce que c'est un peu lourd. Je vais juste vous en prendre un, quoi. Donc, c'est de chez Bookmark et de Shannon Meyer. Voilà. Alors, de quoi ça parle? Ça parle d'une louve qui a fui sa famille et qui fuit toujours sa famille. Et dans ce périple, elle va se retrouver en Alaska depuis 10 ans. Et là-bas, elle travaille en tant que libraire. Elle a comme colocataire 2 petites métamorphes, 2 amis humains, une goule et un vampire. Mais un jour, un de ses frères la rattrape. Elle utilise son don d'alpha pour ne pas qu'il l'attaque. Et surtout pour ne pas dire au reste de sa famille qu'elle est vraiment vivante. Mais après cette confrontation, elle décide de quitter l'Alaska. Elle prend quelques fringues, sa moto et son chat et elle part. Dans la nuit, elle reçoit un appel de sa petite sœur qui a besoin d'elle. Pourquoi? Parce que apparemment sa famille s'en prend maintenant à sa petite sœur. Et sa petite sœur, malgré qu'elle l'ait laissée derrière elle, elle l'aime, donc elle décide d'aller la sauver. Elle arrive dans le territoire de son ancienne meute en même pas 8 heures. Pour vous dire, hein. Et quand elle arrive sur ce territoire, elle retrouve sa sœur. Sauf que cette dernière, elle l'a trahie et elle lui tire une balle en argent à côté du cœur. Donc elle est maintenant détenue par sa meute, par son ancienne meute. Et quand elle est réveillée, elle est enchaînée à un mur. Et il y a plein de personnes bizarres qu'elle connaît pas autour d'elle. Ou qu'elle arrive plus trop à identifier parce que quand elle se réveille, c'est flou. De ce qu'elle comprend des bribes, c'est que quelqu'un doit payer un prix, elle sait pas trop, elle comprend pas. Car en gros, il y a sa mère qui a couché avec un homme, mais que cet homme, en gros, c'est le mari d'une sorcière qui est très, très puissante. Et que ça doit pas être impuni. Et je vous laisse deviner c'est qui va payer les pots cassés, hein. Bingo, hein, c'est notre prota. Et elle va se retrouver bloquée dans le corps d'un golden retriever. Bon, pendant le processus, elle s'évanouit, hein. De toute façon, vous imaginez bien que ils vont pas la laisser réveiller. Et quand elle rouvre les yeux, elle est dans un refuge pour chiens, chats, hamsters, enfin, vous voyez le délire, quoi. Et elle va faire la rencontre d'un chat qui est plutôt particulier. Alors, c'est la fin de ce résumé, sans trop vous spoil non plus, hein. J'essaye de faire un peu des résumés pour pas trop vous spoil, mais vous donner envie quand même. C'est le but. Alors, qu'est-ce que j'ai adoré dans ce livre? Franchement, la plume de l'autrice, elle est tellement agréable à lire. Il n'y a pas trop de longueur et c'est plutôt fluide. Malgré ça, il y a certains personnages où ils sont pas trop développés et je trouve que c'est un peu dommage. Par contre, les personnages sont très attachants. D'autres sont plutôt détestables et on a envie de leur donner des coups de pelle dans la tronche, hein. Par contre, il y a une chose que j'ai adorée dans le livre, c'est l'humour. L'humour qu'il y a dans le livre, j'ai vraiment passé un agréable moment. En plus, moi, je l'ai lu en été. On est toujours en été, hein. Bref, voilà. Mais je l'ai lu pendant la canicule et c'était plutôt agréable parce qu'il est tout petit, donc c'est pas un gros volume non plus. Et les pages, ils vont super vite. Et tu ne te prends pas du tout la tête. T'as pas besoin de réfléchir. C'est pas comme dans les grandes romantasy où t'es là, t'es en mode attends, c'est qui déjà celui-là? Attends, qu'est-ce que ça veut dire ce mot-là? Il faut que tu reviennes au début, il faut que tu regardes la carte. Enfin bref, vous avez compris quoi. Alors, qu'est-ce que j'ai pas aimé dans le livre? Parce qu'il y a des choses que je n'ai pas aimées. Le plus gros point négatif pour moi dans ce livre, c'est que la romance, elle est pas trop là. Voire elle est pratiquement même pas là, quoi, la romance. Surtout dans le tome 1. Dans le tome 1, la romance, elle est inexistante, quoi. Dans le tome 2, il y en a un peu plus, mais c'est pas beaucoup. Donc si vous voulez vraiment une romantasy avec de la romance, c'est pas le moment. Enfin, c'est pas ce livre-là, quoi. Et comme je disais, c'est dommage que
les personnages secondaires soient pas trop développés. On en sait un peu plus sur, par exemple, l'héroïne principale, mais même avec l'héroïne principale, son personnage il est pas trop développé. Et les personnages secondaires, ils sont encore moins développés, on connaît pas trop leurs histoires. Mais j'ai quand même passé un bon moment dessus. Le rythme du premier tome, je dirais que il est plutôt bon. Il n'y a pas trop de temps mort, on s'ennuie pas. On n'a pas le temps de se dire « Oh putain, je me fais chier hein. ». Donc je lui donnerais un 4 sur 5, ce qui est quand même une note plutôt bien pour le premier tome. Ensuite, on va passer au deuxième de cette saga. Bon, je vais pas vous faire le résumé du second tome, autrement je vais vous spoil. Mais ce que je peux vous dire en revanche, c'est que à la fin du premier tome, j'avais pas le 2 et le 3 et j'ai directement acheté le 2 et le 3 pour avoir la suite, quoi. Alors, sans trop vous spoil, le deuxième, on se retrouve quelques heures après le tome 1. Et donc, en gros, on continue l'histoire. Bon, même s'il y a un flashback. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire ? Qu'est-ce que j'ai aimé un peu plus dans ce tome-là ? C'est la romance. La romance est un peu plus présente que dans le tome 1. Alors, très légère, hein, on va pas s'emballer. La romance, elle est plus saupoudrée, quoi, genre. Mais il y en a plus que dans le 1. Mais à la différence du 1, c'est que dans le 1, il y avait qu'une course-poursuite. Et maintenant, il y a 2 courses-poursuites. Je peux pas vous en dire plus, autrement je vous spoil. Et c'est pour ça que tout le long du livre, en vrai, on s'ennuie pas, vu qu'il y a 2 courses-poursuites, on se dit, la frérotte, elle a du succès, hein. Alors, le truc aussi sympa qu'on peut avoir dans ce livre, c'est qu'on nous explique un peu plus les liens d'âme sœur, qui est au début, normalement, l'une des bases. Quand on lit le livre, on nous parle beaucoup de liens d'âme sœur, de trucs comme ça, genre de fil du destin, ces choses-là, quoi. Alors que dans le 1, ils sont vraiment pratiquement inexistants. C'est ce qui est dommage, en vrai. Enfin, en gros, on nous donne l'information comme quoi ça existe, mais on nous explique pas vraiment comment ça fonctionne. On en apprend un peu plus aussi sur les dieux, non pas les dieux grecs, les dieux nordiques dans ce livre. Bon, un petit peu, mais pas beaucoup, parce que il faut laisser quand même le mystère durer, quoi, vu qu'il y a 3 tomes. Voilà. Et on découvre aussi que peut-être, c'est un peu à cause d'eux, que la merde... elle est là, quoi, elle est présente. Il y a des relations où on avait appris à détester des personnages dans le tome 1 et où on découvre une autre facette dans le tome 2. Pourquoi en fait ils ont fait ces actions-là à notre héroïne ? Et on comprend que tout n'est pas blanc et tout n'est pas noir. En vrai, du point de vue où t'es pas méchant et t'es pas gentil. Et que des fois, pour survivre, t'as pas trop le choix, quoi. Et comme dans le tome précédent, la chose négative, on va dire, des tomes, en général, c'est l'approfondissement des personnages qui est quasiment inexistant pour certains personnages. Et que, par exemple, sa meilleure amie, elle aurait eu le droit à un peu plus de pages, ça aurait été cool, on sait même pas son passé. Enfin, on nous le dit un petit peu, mais c'est vraiment genre... c'est 3-4 lignes dans un paragraphe qui se balade, quoi. On n'en apprend pas plus sur son histoire. Et puis avec les 2 persos principales aussi, avec Anne et Havok, on n'en sait pas trop, quoi. Bon, après, vous allez me dire, on développe pas trop les dieux non plus sur ce tome, mais on va dire qu'on peut laisser un peu de mystère. C'est ça la magie d'un livre, pourquoi on veut continuer, c'est avoir un peu de mystère à la fin, quand même. Le truc aussi négatif que je pourrais dire, c'est on n'a pas de point de vue de Anne ou de Havok. Donc, on sait pas trop ce qu'ils pensent, les frérots, parce qu'il y a des actions qui font, t'es là, t'es en mode, pourquoi t'as fait ça ? Ou même, on aurait pu rentrer dans la tête de Anne qui, des fois, on comprend pas pourquoi. On comprend pas pourquoi elle a fait ça. Comme son frère, en vrai. Et ça nous aurait permis de comprendre certains choix faits lors de certains éléments, on va dire. On nous balance ça comme ça et t'es en mode pourquoi ? Et tu resteras toujours sur ton pourquoi, quoi. Parce qu'on n'a pas d'explication, donc voilà. Je donnerai la note de 4 sur 5. J'ai passé un agréable moment à lire quand même. J'ai aussi bien rigolé. On continue à rigoler quand même dans ce tome-là. Alors, on va passer au 3e livre, le tome 3, l'avènement du Ragnarok. Alors celui-là, je l'ai un peu moins aimé que les 2 autres. Si vous entendez un petit bruit, c'est juste mon ventilo parce qu'il fait très chaud quand je tourne. Je crève de chaud. Voilà. Petite parenthèse fermée, on reprend. Pourquoi je l'ai moins aimé ? Parce qu'elle est toujours et encore en fuite. Ça fait 3 tomes que la frérotte, elle est en fuite. J'avoue que j'ai bien aimé le 1, j'ai bien aimé le 2, mais au bout d'un moment, il va falloir qu'elle se pose, quoi, parce que c'était un peu redondant. Je trouvais que ça tirait vachement sur la longueur, et je pense qu'on aurait pu, en vrai, condenser celui-là dans le tome 2. Même si l'écriture, elle reste fluide, elle est
très agréable, facile à comprendre. On n'a pas plus de réponses à nos questions sur certaines questions. On finit en fait ce livre avec certaines questions qui sont pas répondues. Et je trouve ça dommage. Comme toujours et encore, il y a certains personnages qui sont pas développés. Je trouve ça dommage parce que en vrai, limite on aurait pu faire un peu plus de pages, mais pour développer un peu plus de persos. Parce qu'il y a certains personnages, comme sa meilleure amie, où il lui arrive des choses et on se dit mais comment elle trouve ce temps-là, genre c'est incompréhensible. Est-ce que genre en fait depuis le début elle pouvait faire ça, ou est-ce que genre pendant l'histoire elle allait trouver quelqu'un pour faire ça? Est-ce que il y a des choses en fait qui pop et on sait pas pourquoi ça pop. Genre je peux pas vous dire parce que autrement je vous spoil vraiment littéralement pratiquement la fin, mais il y a des choses qui arrivent et t'es là, t'es en mode comment expliquez-nous-le. Ou il y a même les deux frères qui font en mode ah mais ta copine elle cache quelque chose. Bah, t'aurais pas pu le dire au début, tu vois. Enfin, je sais pas. Il y a des fois il y a des trucs, c'est pas que ça n'a pas de sens, mais avoir un point de vue en fait extérieur ou même un point de vue genre de sa meilleure amie, de un des deux protagonistes principaux masculins, ça aurait peut-être répondu à plusieurs questions que nous on se posait. Alors que bah nous on reste toujours avec nos questions en fait, même à la fin. Bon, après vous allez me dire, après toutes les merdes qu'elle a eues, la frérotte, heureusement qu'elle a trouvé sa meilleure amie parce que autrement, je crois qu'il n'y aurait même pas eu de fin à ce livre parce que vraiment, pour traverser tout ce qu'elle a traversé, il lui aurait fallu une meilleure amie, quelqu'un pour l'aider parce que même en vrai, même son compagnon, il l'aide pas beaucoup, hein. En tout cas, si vous voulez, je sais même pas comment on pourrait dire ça parce que genre en vrai romanticisme c'est gros parce que vraiment la romance elle est très peu là quoi. Donc si vous voulez un duo qui est très rigolo avec un peu un monde fantastique et des dieux sur des légendes de dieux, de Ragnarok, des trucs comme ça, bah allez-y foncez. Bon par contre le perso masculin il est pas trop je sais pas comment dire ça, mais c'est pas que tu l'aimes bien, c'est pas que tu l'aimes pas, mais il te donne pas non plus des frissons quand tu le lis quoi, genre c'est pas ouais, c'est OK, genre c'est pas l'homme de l'année quoi. Et aussi pour vous dire, la romance elle se fait très vite. Dans ce tome-là, elle se fait très vite, même des fois on se dit mais what? Enfin ça va extrêmement vite. Enfin, c'est à la fin du tome 2, il se passe des choses, mais la romance, elle va extrêmement vite. Genre, vraiment, c'est... Genre, limite... ouf, coucou, on est là. Alors, les dieux sont juste un tout petit peu plus impliqués dans ce tome-là, mais pas trop non plus, en vrai. Si vous voulez vraiment un truc où il y a les dieux qui interagissent avec nos protas, enfin des dieux majeurs, on va dire, c'est pas fait pour vous. Ah, il y a une chose aussi qui est sympa dans ce livre, c'est qu'on a enfin, le vrai méchant de l'histoire. Voilà. On en apprend aussi toujours un peu plus sur les liens d'âme-sœur, tout ça, jusqu'à en conclure quelque chose. Le truc dommage, on n'en apprend pas plus sur la malédiction du soleil et la malédiction de la lune. Et le passé de Havok et de Anne, parce que c'est étroitement relié, quoi, on va dire. Et sur, par exemple, les 9 soleils qu'il y avait avant et les 9 lunes qu'il y avait avant. Comment, en fait, enfin, les 8 soleils, pardon. Donc, comment, en fait, ils en sont arrivés à là. Et apparemment, il y avait d'autres mondes. Donc, on nous en développe pas plus que ça. Et premier âme sœur d'un des deux frères, quoi. Donc, on nous en parle juste un tout petit peu, mais vraiment en surface, on nous pose ça comme ça, et on nous laisse là avec nos réponses, nos questions, pardon. En vrai, c'était quand même une bonne lecture, faut pas se le cacher. J'ai passé un agréable moment à le lire quand même, à avoir la fin. Mais moi, j'ai toujours du mal avec les fins de saga. Vous allez voir que j'ai du mal, j'ai du mal à les lâcher, et j'ai du mal à me dire le même coup de cœur que celui que j'ai commencé et celui que j'ai terminé. Parce que j'ai l'impression que plus ça passe, et plus, en fait, les livres, des fois, généralement, ça régresse. Ou c'est peut-être mon ressenti, peut-être que j'ai du mal à me séparer des protas. De me séparer d'eux, je leur mets une mauvaise note. Enfin, c'est pas une mauvaise note, hein. J'ai mis 3 sur 5. Ah non, j'ai mis 3,5 sur 5. Pour vous dire, moi, je sais que je déteste les bad endings. Vraiment, je déteste. Me conseillez pas des bad endings. J'en ai horreur. Genre, vraiment, vraiment, j'en ai horreur. Le seul truc que j'ai accepté en bad ending, c'est Folie meurtrière. Voilà. Et encore, c'est pas une bad ending. C'est ce qui se rapproche du plus
d'une bad ending. Voilà, c'est tout. En tout cas, je vous recommande cette saga si jamais vous voulez rigoler, passer un agréable moment sans prise de tête. Mais par contre, si vous voulez de la romance, il n'y en a pas trop. Voilà, il n'y en a pas trop, faut pas chercher, il n'y en a pas trop. Allez, on passe au livre suivant. Alors, pour celui-là, c'est toujours chez Lost Kingdom en fait. Voilà. De toute façon, je crois que j'ai lu que ça. J'ai lu un auto-édité, voilà. Mais généralement, j'ai eu beaucoup de Lost Kingdom. Alors, c'est Les Cieux écarlates. Tac, c'est un tome 2. Alors, pour commencer, je vais vous faire un petit résumé du tome 1, parce que le tome 2, autrement, je vous spoil direct. Donc, si jamais c'est celui-là, le tome 1, tac. C'est une humaine qui va travailler en tant que bibliothécaire dans le monde des humains. Et un jour, elle va revenir sur son lieu de travail en pleine nuit parce qu'elle a oublié d'aller ranger un livre. Enfin, en tout cas, elle a reçu un appel comme quoi il y avait un livre qui manquait. Et donc, elle a décidé d'aller le retrouver en pleine nuit. La frérotte, elle est quand même bien impliquée dans son travail. Hein. Bon, tout se passe pas comme prévu. Car il y a une chose que je vous ai pas dit, c'est qu'elle ne doit jamais retourner sur son lieu de travail la nuit. Donc, quand elle rentre dans la bibliothèque, elle découvre qu'il y a une méga fête. Il y a une méga fête qui se fait sans elle. Et qui est organisée par le maître des lieux, en tout cas. Et elle découvre aussi que, ils ont des drôles d'accoutrements, des drôles de costumes, on va dire. Et elle découvre que, en fin de compte, c'est peut-être pas que des humains qui sont en train de faire la fête dans sa bibliothèque. Mais la petite prota, elle va devoir se fondre dans la masse parce qu'elle doit retrouver le livre qui a disparu. Et donc, elle va devoir assister au bal. Bien sûr, assistée par le magnifique métamorphe à côté d'elle, qui l'aide à chercher le livre qui a disparu, qui lui appartient. Quoi. Malheureusement, les heures s'écoulent et il n'y a toujours pas de livre et au bout d'un moment, le jour il se lève. Et il y a une cloche qui retentit, sauf que cette cloche, elle est un peu bizarre pour notre prota. Il y a tout le monde autour d'elle qui est en train de se déshabiller, en train de se galoche, qui est en train de faire ce qu'ils font, quoi. Et elle se dit, mais il se passe quoi là? Pourquoi il y a une cloche et tout le monde est en train de se déshabiller? Et t'as notre prota à côté, le beau métamorphe, qui lui fait, oh c'est la saison des faillés, c'est la saison pour s'accoupler. Et ils peuvent pas la laisser repartir, parce que s'ils la laissent repartir, non, en fait, ils peuvent pas. Parce que les portes de la bibliothèque sont closes. Donc voilà. Ça a de l'effet aussi sur elle, hein. Donc, elle va se taper le métamorphe pendant une semaine. Voilà. Elle est trop contente, hein. Sauf que, après une semaine, il a toujours pas son livre, ce frérot. Et il décide d'emmener notre prota, pouf, dans son royaume pour aller chercher son livre. Il n'en démord pas de son livre. Hein. Et puis notre prota, elle se dit « Oh, moi j'adore les royaumes fantastiques. J'aimerais bien tomber amoureuse d'un prince, d'un beau métamorphe, machin. » Donc elle dit pas non. Surtout pour découvrir un nouveau royaume. Donc voilà le résumé du tome 1 en gros. Alors mon avis sur le tome 2, c'est qu'il est tellement mieux que le tome 1. Et franchement, ce qui l'a sauvé, c'est pas cette saga, mais cette duologie, c'est que dans le milieu du tome 2, il se passe un événement et on va dire qu'on change de protagoniste principal. Enfin, c'est que, en fait, au milieu, il y a un personnage qui fait son entrée et qui est tellement mieux que le personnage masculin principal. Parce que, je vous le dis, hein, il serait resté le personnage masculin principal dans le tome 2, j'aurais pas continué. Il m'énerve. Le personnage principal dans le tome 1, en masculin, il m'énerve. Il me sort par le... Voilà. Et donc, dans le tome 2, il est omniprésent. Et donc, c'est ça qui fait toute la différence. Alors, je préfère vous prévenir parce que je peux pas faire autrement. Vu que je parle d'un tome 2, d'une lecture, je vais forcément devoir vous spoil. Je vais devoir forcément vous spoil des choses qui se passent dans le tome 1. Et la relation qu'il y a entre nos deux protagonistes, elle est incroyable. J'adore trop. Moi, j'adore trop. Hein. Les âmes sœurs, voilà. J'adore trop cette trope. Dans l'histoire, on avance un peu plus et on a enfin un danger, on va dire, réel. Et c'est ce qui fait que notre prota principale, elle va devoir compter sur ces 5 métamorphes. C'est pas un harem. J'aime pas les harems, donc je vous préviens tout de suite, c'est pas un harem. Ces 5 métamorphes, c'est des frères et surtout,
c'est ceux qui commandent en fait en gros le pays. Chaque territoire est découpé en 5 et chaque territoire a un gouverneur, métamorphe, dragon, qui sont répartis. Voilà. Et franchement aussi, il y a un truc qui est super bien. Voici, on a le point de vue du personnage masculin et il est trop bien. Surtout que comparé à son frère, il laisse notre héroïne faire ses choix même si ils sont mauvais. Donc elle va commettre des erreurs, mais il va la laisser commettre ses erreurs. Mais il va essayer de les rattraper. Et c'est ça qu'on attend d'un prota masculin, hein? Il est possessif, mais il lui laisse faire des choix. Et c'est ça qu'on adore. Et je le préfère tellement 100 fois, 1000 fois, comme vous voulez, à son frère. Son frère, il est blond, et puis l'autre, il est brun, mystérieux, voilà, le classique des romantécies, même des dark romances en vrai, hein, faut pas se le cacher. Donc, moi j'ai signé direct, voilà. On découvre un peu plus les terres de Zach, bon un petit peu, hein, pas beaucoup non plus, hein, faut pas déconner. Ce que j'ai un peu moins aimé dans ce tome, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, c'est que les envahisseurs, ils vont tellement vite. Et puis c'est des dragons aliens. C'est nouveau, hein, c'est inédit. Sur les envahisseurs, on connaît pas vraiment leur histoire en vrai. Et surtout, il nous manque en gros la fin de l'histoire, de comment ils en sont arrivés à là, pourquoi ils ont fait ça. Enfin, c'est vraiment bizarre comme chose où ils veulent voler la vie sur la planète qu'ils vivent, alors que techniquement, c'est sa mère et son père qui sont roi des aliens, j'allais dire, mais je sais plus c'est quoi le nom de leur pays d'origine, donc voilà. Mais ils viennent avec des vaisseaux, je crois. Donc voilà. À vous de faire votre opinion. Je trouve que la fin, elle est un peu tirée par les cheveux, parce qu'on nous parle de leur père, on nous parle de leur mère, et leur mère, en gros, nous dit oui, je vous ai envoyé sur cette terre parce que, je voulais vous tuer, en fait, de base, je voulais vous tuer, je voulais pas que vous trouviez votre âme sœur, parce que autrement, vous serez plus puissant que moi et mon mari dragon. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les dragons, en fait, sont uniquement masculins. Il n'y a pas de femmes dragon ou dragonne. En fait, les âmes sœurs sont obligatoirement faites des humaines. Et il y a des humaines, en fait, en gros, qui vont partager leur capacité à accroître la magie du dragon, et le dragon va donner une partie de ses pouvoirs à l'humaine, on va dire. Mais la chose, on va dire, qui est un peu what the fuck, c'est qu'on nous dit que leur père, oui, il est super puissant, oui, il a été très protecteur avec ses enfants au début, il les a couvés, enfin, tout un truc comme ça où il aimait bien. Sauf que leur mère, elle les détestait direct. Genre vraiment, elle les aimait pas, elle voulait les tuer, sauf que son père les a protégés. Et là, vu que ça fait plusieurs centaines d'années qu'il les a pas vus, il pensait qu'ils étaient morts, machin, nanani, nanana. Là, il retrouve ses enfants, mais il veut les buter. Voilà. Je sais pas, ça n'a pas de sens. En vrai, ça n'a pas de sens, hein. Je trouve que la fin est un peu précipitée et je trouve ça dommage de bâcler une fin. Parce qu'en plus, on n'a pas de réponse. On sait même pas où est leur terre natale, on va dire. J'ai pas trop compris. Je sais pas si... Je crois qu'ils se déplacent en vaisseau, je sais pas quoi. Donc, c'est des dragons en vaisseau. Donc, je pense que c'est dans une autre planète. Ou c'est un truc avec des portails, je sais pas. Ils ont dit à un moment un autre vaisseau mère à un moment dans le livre, donc je me suis dit c'est des aliens, voilà. Et donc on n'aura toujours pas des réponses à nos questions sur certaines choses. Et oui, il faut savoir que en gros leur mère leur a effacé la mémoire et ils n'ont pas pu récupérer la mémoire tous, parce que en fait sur 5 métamorphes il y a eu que un qui a trouvé sa véritable âme sœur, donc leur mémoire est toujours bloquée. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, je pense qu'on aurait pu avoir une fin un peu plus heureuse pour les parents en vrai. Et un peu moins what the fuck, ils meurent les deux, genre... bon, ça n'a pas trop de sens. En plus, on n'a même pas les réponses à nos questions. Alors, faites attention aussi, dans cette saga, quand nos deux protas vont passer à l'action, vous allez en avoir pour au moins 3 ou 4 chapitres. 4 flammes, 4 chapitres. Mais au moins, vous êtes prévenus. Parce qu'au bout d'un moment, t'as envie de leur dire bon, les cocos, on est en guerre, vous voulez pas arrêter un petit peu 2 minutes et puis on verra ça à la fin, quoi. Ou peut-être pas 4 chapitres. Bref, en tout cas, j'ai vraiment bien aimé les évolutions des protas, même s'il y a eu des moins, bien sûr. Hein. Et enfin, notre prota peut faire des décisions toute seule. Bon, pour ce livre, je mettrais un 3,5 sur 5. C'est bien en vrai, hein.
C'est bien. C'est pas le coup de cœur, c'est pas le truc incroyable de l'année non plus, mais on passe un bon moment, ça se lit vite. Voilà. Alors là, on va passer au livre, vraiment au livre, que j'ai détesté lire. Normalement, je vous ai fait un TikTok. J'en ai parlé. Non, j'ai fait des TikTok à peu près sur tout. Genre, si jamais vous les avez pas vus, vous pouvez aller me suivre sur Insta, sur TikTok et sur YouTube. Je pose des shorts, des réels. Tous les jours, j'essaye de faire un minimum de contenu. Et donc, le livre que j'ai détesté, Dragon's H de Sweet Pearl Girl. C'est le premier livre que je lis de cette autrice. Et vraiment, j'ai détesté. Vraiment, j'ai vraiment détesté. Pourtant, genre, quand j'ai lu le début, je me suis dit « Oh, trop bien! Ça ressemble à Force Wing !» Pas du tout. C'est pas du tout. Je me suis trompée. C'est... Dites-vous que mon TikTok sur YouTube, j'ai dû le découper en 2 parties parce qu'il était trop grand pour être posté. Pas une romantasy, c'est une dark fantasy. Je sais même pas comment ça... Parce que c'est de la dark romance avec de la fantasy. Donc c'est une dark fantasy. Fantasy, pardon. Je sais pas trop comment ça se dit. Une dark romance fantasy. J'avoue, je sais pas. Donc si vous le savez, vous pouvez me le dire. Alors par contre, il y a vraiment pas mal de trigger warning et franchement, si le livre vous tente, en vrai de vrai, même si moi je l'ai détesté, peut-être qu'il y en a d'autres qui l'ont aimé, mais si le livre vous tente, faites attention au trigger warning parce que vraiment, vous allez en voir de toutes les couleurs. Et pour vous dire, je sais même pas par où commencer en vrai. Je sais même pas par où commencer. Vous savez quoi, je vais vous faire un petit résumé en vrai. Et après, je vous dis ce qu'il y a de positif dans le livre et ce qu'il y a de négatif dans le livre. Alors, ça parle d'une jeune femme qui s'appelle Meika, qui est orpheline, mais qui a quand même sa meilleure amie dans le même village qu'elle. En gros, on apprend qu'il y a plusieurs villages, il y a l'eau, le feu, la terre, la foudre et l'air. Et Meika vient des terres de la foudre. Et quand le moment arrive pour certaines personnes qui veulent aller à leurs 18 ans rejoindre une académie pour que leur pouvoir ou chevaucher un dragon arrive, ils partent de leur village et font une quête, on va dire une quête, mini-quête, pour atteindre en fait cette académie-là. Donc sa meilleure amie et elle décident de partir à l'appel de la pierre. Tout le monde ne peut pas arriver au périple de la pierre parce qu'en gros, il y a une grande montagne et il y a des espèces de mini-épreuves sur cette montagne pour atteindre le haut de cette montagne pour un peu prouver ta valeur. Bon, j'avoue, la durée du truc, on dirait que ça se fait en 2 jours. Donc, vous allez voir, c'est un des points négatifs qu'il y a. Bon, arrivé en haut de la montagne, il y a les pierres de l'appel et il y a le général et le directeur de l'académie avec son dragon à côté de lui. Arrivé en haut de la montagne, il y a quand même pas mal de gens. Elle se dit, ah ouais, quand même, on va être tout ça. Et donc, c'est là que il y a les épreuves ultimes qui vont commencer pour devenir chevaucheuse de dragon. Donc, quand le tour de notre prota vient, les 5 pierres s'illuminent et on nous dit oui, les 5 pouvoirs, ça n'arrive jamais. Normalement, les personnes qui viennent de la foudre ont la magie de la foudre. Ceux qui viennent du feu ont de la magie du feu et pas les 5 d'un coup, quoi. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe, mais c'est extrêmement rare. Et il y en a, ça arrive aussi, ils ont pas de magie. Voilà. Je vais poser ça parce que c'est vraiment lourd. Donc, après l'appel des pierres, il y a des espèces de mini-épreuves d'eau, foudre, tout ça, genre qui les mettent à l'épreuve pour dire oui, vous avez bien de la magie, du feu, de la terre, de tous les éléments, quoi. Donc, elle réussit et puis d'un coup, il y a un dragon noir qui pop. Mais il vient la kidnapper direct. Son dragon, il la kidnappe. Et donc, il l'emmène dans une autre montagne. Donc, voilà à peu près le résumé que je peux vous faire. Voilà. Donc, techniquement, ça pourrait donner envie. C'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, ah, mais c'est cool. Ça parle de dragon, ça parle de magie, ça parle d'une académie. Ça ressemble fortement à Force Wing, quoi. Donc, je peux pas être déçue. Si. On va commencer par le point positif de ce livre. J'ai envie de vous dire, il n'y en a pas beaucoup.
C'est qu'on a l'impression qu'au début, le monde, il va être riche, on va nous développer un monde fantastique, méga trop bien, super détaillé, avec une histoire et une quête incroyable, que en fait ça va ressembler à Force Wing. C'est ce que j'ai trouvé le plus positif du livre, quoi. Parce que pour moi, genre, je suis désolée, mais j'ai vraiment pas du tout aimé. Enfin, vous l'avez compris, quoi, au bout d'un moment. Alors, le point négatif, il y en a beaucoup et je pense que j'en aurais oublié sûrement dans ce livre parce que vraiment, il est rempli, mais rempli de défauts. Vraiment, il est rempli de défauts. Le livre est gore pour être gore, en vrai. Il se passe des choses, des scènes pour être gore. Vraiment, ça n'a aucun intérêt. On nous répète 50 fois au moins minimum le mot misogynie. À tout va. Genre, je pense qu'on le répète 2-3 fois au début pour un personnage. C'est bon, on a compris. On a compris qu'il était misogynie, même avec les répliques, on n'a pas besoin de nous le dire que genre à chaque fois la prota elle le pense qu'il est misogynie, alors que elle va se faire enlever et son dragon il la maltraite comme pas possible et elle lui dit même pas à un moment oh il est misogynie lui par contre, alors qu'il méritait 100 fois 1000 fois le mot misogynie. Mais c'est juste parce que genre ces persos principales, elles le pensent pas. C'est un peu bizarre, quoi. Et il y a d'autres mecs aussi qui sont... En fait, en gros, j'ai l'impression que on veut détester directement les hommes dans l'histoire, où on nous présente en fait les hommes comme des merdes, des grosses merdes, vraiment des grosses merdes. En fait, on a le stéréotype du mec qui veut tout le temps tremper sa queue partout. On a le gentil meilleur ami, mais qui va se transformer en méga méchant à un moment donné. Vous allez voir, ça n'a pas de sens. On a le directeur qui est misogynie, voilà. On a le prota qui l'avait à moitié. Hein. Je dis à moitié parce que je sais même pas en fait si à un moment elle a été consentante. Donc techniquement, en fait je sais même pas parce que des fois en fait c'était tellement ambigu. On dirait qu'elle voulait mais qu'elle voulait pas. C'était bizarre. Puis franchement pour vous dire, 70% du livre, c'est-à-dire, je vais vous montrer, 70% du livre, c'est-à-dire ça, j'essaie de pas faire tomber les choses, ça se passe en 2 jours. 2 jours. 2 jours. Donc il y a plein d'éléments où elle monte la montagne, elle passe les épreuves, elle va voir une cave qui est secrète, qui appartient qu'au dragon normalement, elle a son premier cours, elle développe ses pouvoirs d'un coup, les 5. Il n'y a pas de pause. Elle se fait prendre par son dragon sur son balcon. Je sais pas, genre, je sais pas quoi vous dire. Genre, elle connaît le château comme si qu'elle était chez elle. Donc, à un moment, elle va au sous-sol. Elle interrompt une classe de 3e année pour aller dans l'eau, discuter avec sa meilleure amie. Quand je vous dis, elle maîtrise ses pouvoirs en un jour, si elle maîtrise ses pouvoirs, elle met une bulle de protection pour que personne genre, vous entende. Et ils sont au fond. Il y a carrément des morts aussi qui viennent. Ils sont jetés dans l'eau. Ils vont le dire au directeur. Le directeur il fait « Oh, c'est pas grave, ça arrive tout le temps. » Comment ça arrive tout le temps? Ça n'a pas de sens. Il n'y a rien qui a de sens. Ça n'a pas de sens. L'héroïne, elle se veut forte. Mais elle se fait marcher sur les pieds par son dragon. H24. Genre vraiment, H24. Il n'y en a pas une seule fois où elle a eu dessus sur son dragon. Le dragon, en gros, c'est le prota principal. Hein. C'est celui qui va se transformer. Enfin bref. Et aussi, vraiment, je sais même pas comment vous dire ça, mais il y a un mec, il est fou d'elle. Vraiment fou d'elle. Il fait que l'insulter, mais il veut quand même la ken. Et il en est à un point où il veut tellement la ken que un moment, elle se fait enlever par son dragon. Ça fait 1 mois, elle s'est fait enlever par son dragon. À un moment, elle réussit à s'enfuir dans les bois et tout. Le mec, il a trouvé le moyen de prendre un dragon, d'aller dans un pays où normalement ils sont exilés et que ça n'existe pas, de traverser la frontière, de trouver notre prota qui s'est enfui dans les bois, enfin dans une forêt qui est immense, et il arrive à la retrouver. Elle est en train de dormir parce que en gros, je vous épargne un peu les trucs, mais elle a ken le prota principal dans les bois, enfin bref, voilà. Et le mec, enfin il avait dans les bois, voilà. Quand le prota masculin va arriver, comment vous dire ? Il va lui trancher la tête, bien entendu, au mec qui l'avait. Hein. Oh, bravo.
Sauf qu'il va pas s'arrêter là parce qu'il va dire à notre prota: «Ah, mais tu pues, tout son odeur, nanani, vas-y lave-toi». Enfin bref, des trucs comme ça et il va égorger le mec, de toute façon il lui a coupé la tête, il va prendre le sang, il va l'étaler partout sur elle et aussi à l'intérieur d'elle. À l'intérieur d'elle. Oui, là où vous pensez. Oui, oui, à l'intérieur d'elle. Puis bien sûr, il y a des trucs. À un moment, on a le point de vue du protagoniste masculin où il est en train de ken une meuf. Et à un moment, il fait: Ah, mais tu mouilles pas assez. Il va lui ouvrir le vagin avec ses griffes. Il va la griffer. Il fait: Ah, c'est mieux. Elle est morte, hein, mais. Oui, parce qu'il ken la meuf qui est morte. Et vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. C'est comme, à un moment, je vous ai dit, ils l'ont enlevé. Il a enlevé notre prota. Et il l'a en fait, en gros, enchaîné à son lit. Et tous les jours, voilà, on va dire il avait, hein, parce que vraiment, j'appelle pas trop ça du consenti quand t'es attaché dans un truc et tu peux pas bouger, quoi, et que t'es prisonnière. Donc il y a ça. Et sa meilleure amie, hein, qu'elle a laissée dans le château, et ben elle est en train de se faire torturer. Et t'as notre prota qui fait: Ah, c'est trop bien. Mais en fait, c'est ambigu, comme je vous ai dit. Genre, en fait, en gros, elle est enchaînée dans une piole. Elle veut pas, puis après, genre, elle veut bien. Oh, c'est trop bien. Oh, je m'éclate. Enfin, bref, ça n'a pas trop de sens, hein. Bref, voilà. Et elle pense pas du tout à sa meilleure amie qui est en train de se faire torturer, hein. Vraiment. J'ai dû oublier plein de choses, genre, vraiment. L'histoire, elle se passe tellement vite. 2 jours, elle apprend tous ses pouvoirs. 1 mois après, genre, elle nous sort aussi un moment. Il y a un moment, et en gros, il y a le dragon noir qui lui fait: Ah, mais avec tout le temps que t'as passé à l'académie, t'as dû en apprendre des choses. T'as passé un jour là-bas. Un jour. Un jour. Donc, comment vous dire que. Je sais pas. Enfin, peut-être que c'est moi qui ai mal compris des choses, hein, mais en vrai, je l'ai fini pour le finir, hein, vraiment, le tome, pour me dire, mais c'est quoi la conclusion? Parce que c'est un one-shot. La conclusion de ce livre, parce que vraiment, c'est lunaire. Même à la fin, c'est lunaire. Genre, on apprend. Enfin, faites attention, je vous spoil, hein, mais bon, voilà. Que, en gros, le général et le commandant du château est un dragon noir, mais il déteste les dragons noirs. Et que sa femme était dragon noir. Et que, en gros, sa fille, bah, c'est Mecha. Mais que, en gros, il a mis un sortilège sur sa fille pour pas qu'elle se transforme. Vraiment, vraiment, c'est vraiment. Ah oui, il y a une chose aussi que j'ai oublié de vous dire. Il y en a tellement. C'est que dans le livre, le prota masculin, il dit tout le temps la daronne. Je sais pas comment vous expliquer, mais vous imaginez dans Quicksilver, le prota masculin, il fait: Ah ouais, ta daronne. Ah, c'est vachement. Je sais pas. Vous voyez le truc ou pas? Je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez? Ou par exemple, t'as Xadon qui fait: Bah alors, ta daronne. Comment ça? C'est moins séduisant d'un coup, vous voyez ou pas? Je sais pas. Puis dans un monde fantastique, c'est bizarre d'utiliser le mot daronne. Et en plus, il le dit vraiment beaucoup de fois, genre vraiment daronne, 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 daronne. Vraiment. Bon, c'est lunaire. Bref, je vais finir sur ça parce que il y en a encore tellement. Il y a l'histoire avec son meilleur ami, son meilleur ami, pardon. Les trucs de l'académie, les dragons, parce qu'il y a d'autres dragons avec des autres couleurs. Vraiment, c'est. Il y a les frères aussi du prota. Enfin, c'est. Waouh! C'est lunaire. Alors, pour ce livre-là, je mettrais un 1 sur 5. Et là, je vous ai gardé pour la fin des petits mangas que j'ai lus. Donc, je sais pas si ça vous intéresse que je vous le dise ou pas, mais je vous les montrer et vous les passer. Comme ça, vous me dites si ça vous intéresse ou pas. Alors, moi, j'ai lu L'épouse d'année et le chasseur de démons. Moi, j'adore trop tout ce qui est démons, un peu cosy. Moi, ça me fait penser à ma Happy Mariage. Voilà, je les avais, mais je les ai vendus parce que ça sort pas et voilà. Ça sortait pas. Mais ça sort. Et franchement, les dessins sont trop beaux aussi. Hop. Puis moi, quand ça parle de démons, j'adore aussi. Donc voilà. Si vous kiffez les démons, la romance, avec des protas badass, prenez-le. Après, j'ai lu aussi Promise Cinderella. C'est parce que j'adore trop l'autrice. Et vraiment, le manga, il est trop bien. Parce que, en fait, ça aborde des thèmes qu'on n'a pas l'habitude d'avoir sur
des mangas un peu shoujo. Je pense que c'est plus un josei, mais parce que c'est un peu plus mature qu'un shoujo. Mais franchement, il est trop bien. Genre, si vous adorez un peu plus les romances matures, parce que lui, en gros, il a quand même 16 ans et elle, non, pas 16 ans, il a 17, je crois. Je me souviens plus de son âge. Mais je crois qu'il est encore au lycée, quoi. Il est encore au lycée et elle, genre, elle va sur ses 30 ans. Et c'est juste une romance, on va dire, un peu interdite, tout ça, mais c'est trop bien. Parce que ça aborde la différence d'âge, en gros, entre une femme et un homme, et pas un homme et une femme. En fait, ça se fait beaucoup avec les hommes au Japon, où les hommes, ils sont plus âgés que les femmes, alors que là, c'est l'inverse. Et puis alors là, ah là là, ça c'est le meilleur. Hein. Oh là là, les noces des lucioles. Si vous adorez en vrai la dark romance, vous allez trop kiffer ça. Genre vraiment, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à retrouver dans les mangas, dans d'autres mangas, parce que celui-là il est plus mature. Il n'y a pas de scène où il y a du smut ou quoi que ce soit. Peut-être un peu, mais c'est pas, je sais pas comment dire, genre, mais ça tourne pas autour de ça et ça tourne plus autour d'un assassin et tout ce qu'il y a autour. Et si vraiment vous adorez les thèmes genre dark romance, je pense que celui-là, c'est fait pour vous, quoi. C'est vraiment genre, si vous adorez un peu les trucs un peu farfelus, un peu genre what the fuck, et un peu dark, dans un univers dark et totalement à l'époque aussi. Pas de nos jours, c'est à l'époque. Franchement, foncez, c'est trop bien. Genre, sans vous spoil, c'est trop trop bien. Regardez juste la jaquette. Parce que ça, c'est le collector, mais regardez la jaquette, elle est trop bien. J'espère juste une chose, que ça se finisse bien. C'est pas fini, le manga, il est pas fini, il est en cours. Ah là là, mais au début, dans le tome 1, on nous met juste une scène où, genre, en gros, on dirait un truc trop triste. J'espère juste que c'est pas triste. Parce que les trucs tristes, moi, j'aime pas parce que ça me fait trop mal au cœur. Je vous dis, je souffre trop. C'est pour ça que je protège mon cœur, genre des trucs bad end et tout. Ah, je peux pas. Ah, je peux pas. Dites-vous, j'avais adoré Saint en dark romance. J'avais commencé à le lire, Saint. J'avais trop kiffé l'écriture, j'avais trop kiffé l'ambiance. J'avais vraiment trop kiffé. Mais je sais pas pourquoi, je sentais la couille arriver. Je sentais la bad end. Je sentais la bad end. Et je l'ai pas fini parce que j'ai été regarder la fin pour pas m'attacher plus au personnage. Je sais que c'est pas bien de faire ça, mais c'est pour me protéger. Je pars en couille totale, hein, mais c'est juste pour me protéger. Et genre, vraiment, j'arrive pas. Pourtant, le livre, il est incroyable, il est trop bien écrit. J'ai vraiment adoré. Ça fait vraiment une vibe un peu jeune et un peu dans nos temps. La thématique était trop bien, genre j'avais trop kiffé. Juste, la Sad End, je pouvais pas. Je l'ai pas fini. Mais si vous adorez les Sad End, Saint, il est trop bien. En tout cas, moi, je me suis arrêtée au milieu, mais au milieu, jusqu'au milieu, il est trop bien. Bon, cette vidéo touche à sa fin et n'oublie pas de t'abonner et de liker. Et n'hésite pas à me rejoindre aussi sur tous les autres réseaux sociaux qui vont s'afficher à l'écran. Sur ce, je vous fais plein de bisous.